Inmersión. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En 2001, l'Argentine plonge dans une grave crise économique, entraînant le pays dans un état de pauvreté, de débrouillardise et de violence. De su guaguancó se hunde en cachitos entre tú y yo, se hunde la guasa, se hunde la comparsa, se hunde el sonido del tambor, se hunde mare, 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 tierra de mare. Durant cette période, Fernando Aguirre partage son quotidien sur un forum sous le pseudonyme de Ferfal. En tant que survivaliste, lui et sa famille ont traversé l'effondrement redouté par beaucoup. Son témoignage est exceptionnel, constituant une source précieuse sur la réalité d'une situation d'effondrement. Mon frère a visité l'Argentine il y a quelques semaines. Il vit en Espagne depuis quelques années maintenant. Dans la première semaine, il est tombé malade, une sorte de forte grippe, même si le climat n'est pas si froid et qu'il prenait soin de lui. Sans aucun doute, il est tombé malade parce qu'il existe de nombreux nouveaux virus dans mon pays qui ne se trouvent pas dans les pays plus développés. La misère et la famine nous ont conduits à une situation où, même si vous avez de la nourriture, un abri et des soins de santé, la plupart des autres n'en ont pas, et donc ils tombent malades et propagent les maladies dans toute la région. Ce qui m'a incité à écrire ce message, c'est le fait que j'ai effectivement vu cela arriver et que je l'ai publié sur ce forum des mois avant que les nouveaux virus ne se propagent dans le pays et que les actualités commencent à parler de cette nouvelle urgence sanitaire. Cela prouve que discuter, réfléchir et partager des idées avec des personnes ayant les mêmes préoccupations, vous tous, aide à anticiper les événements et à s'y préparer à temps. Alors j'ai commencé à réfléchir à plusieurs difficultés rencontrées et j'espère pouvoir vous transmettre les idées et les concepts principaux qui en sont ressortis pour vous donner une image plus précise de ce à quoi vous pourriez être confronté si, un jour, l'économie s'effondre dans votre pays. Voici les résultats de mes réflexions. Quelqu'un m'a un jour demandé comment se débrouillaient ceux qui vivent à la campagne, s'ils étaient mieux lotis que les citadins. Comme toujours, il n'y a pas de réponse simple. J'aimerais pouvoir dire que la campagne est bonne, la ville est mauvaise, mais je ne le peux pas, car si je dois être complètement honnête, et c'est mon intention, il y a certaines questions qui doivent être analysées, en particulier en ce qui concerne la sécurité. Bien sûr, ceux qui vivent à la campagne et possèdent un peu de terrain et des animaux étaient mieux préparés du point de vue alimentaire. Pas besoin d'avoir plusieurs hectares remplis de cultures, quelques arbres fruitiers, quelques animaux tels que des poules, des vaches et des lapins, et un petit verger était suffisant pour être à des années-lumière devant ceux des villes. Les poules, les œufs et les lapins fourniraient les protéines, 1 ou 2 vaches pour le lait et le fromage, quelques légumes et plantes fruitières couvriraient le régime alimentaire en fibres, et quelques œufs ou un lapin pourraient être échangés contre de la farine pour faire du pain et des pâtes, ou encore contre du sucre et du sel. Bien sûr, il y a des exceptions, par exemple, certaines provinces du Nord ont un climat désertique et il ne pleut presque jamais. Il est presque impossible de vivre de la terre et les animaux nécessitent de la nourriture et de l'eau que vous devez acheter. Ces personnes avaient une situation difficile. Il n'est pas étonnant que les provinces du Nord souffrent le plus dans mon pays. Quant à ceux qui vivent dans les villes, eh bien, ils doivent se débrouiller comme ils le peuvent. Lorsque les prix alimentaires ont augmenté d'environ 200 à 300%, les gens réduisaient les dépenses où ils le pouvaient pour pouvoir acheter de la nourriture. Certains mangeaient ce qu'ils pouvaient. Ils chassaient des oiseaux ou mangeaient des chiens et des chats errants.
d'autres mouraient de faim. En ce qui concerne la nourriture, les villes sont difficiles à gérer en période de crise. C'est généralement le manque de nourriture ou l'impossibilité de l'acquérir qui déclenche les émeutes et les pillages lorsque les choses tournent mal. Ceux qui veulent vous faire du mal, vous voler, ne viennent pas avec un drapeau de pirate flottant au-dessus de leur tête. Ils ne commencent pas non plus à vous tirer dessus à 200 mètres. Ils ne viendront pas en moto bruyante ou habillés avec des combinaisons oranges, tout droit sortis de prison, pour que vous puissiez les identifier plus facilement. Ils ne portent pas tous des chaînes autour de leur cou et des blousons de cuir. Si j'avais $1 à chaque fois qu'une personne qui s'est fait voler m'a dit qu'ils avaient l'air de personnes normales, mieux habillées que nous, honnêtement, j'aurais assez d'argent pour acheter un bon pistolet. Il y a des exceptions, mais ne vous attendez pas à ce qu'ils s'habillent comme dans les films. Un homme avec une femme et 2 ou 3 enfants ne peut pas organiser une surveillance. Peu importe que vous soyez un Navy SEAL, un membre du Raid ou John Rambo, aucun sixième sens ne vous dira qu'il y a un type qui pointe un pistolet dans votre dos lorsque vous essayez de réparer la pompe à eau qui vient de tomber en panne ou que vous portez un gros sac de haricots secs que vous avez acheté ce matin-là. Le meilleur système d'alarme que l'on peut avoir dans une ferme, ce sont les chiens. Mais les chiens peuvent être tués et empoisonnés. Un de mes amis s'est fait empoisonner ses 4 chiens dans sa ferme une nuit. Ils sont tous morts. Après toutes ces années, j'ai appris que même si la personne qui vit à la campagne est plus en sécurité en ce qui concerne les petits vols, cette même personne est plus exposée à des cambriolages extrêmement violents. Les criminels savent qu'ils sont isolés et leur sentiment d'impunité est renforcé. Lorsqu'ils attaquent une maison ou une ferme à la campagne, ils y resteront généralement pendant des heures ou des jours, torturant les propriétaires. J'ai entendu parler de tout. Des femmes et des enfants violés, des gens attachés aux lits et torturés avec de l'électricité, des passages à tabac, des brûlures avec des chalumeaux. Les grandes villes ne sont pas beaucoup plus sûres pour le survivaliste qui décide de rester en zone urbaine. Il devra faire face à des enlèvements express, des vols, et risquer de se faire tirer dessus pour ce qu'il a dans ses poches, voire même ses vêtements. Alors, où aller? La jungle de béton est dangereuse, tout comme vivre loin de tout, seul. La solution consiste à rester loin des villes, mais en groupe, que ce soit en vivant dans une petite ville ou un village. Si vous avez des amis ou de la famille qui partagent vos idées, formez votre propre petite communauté. Certains peuvent penser que le fait d'avoir du vis-à-vis avec ses voisins signifie perdre sa vie privée et sa liberté. Mais c'est le prix à payer si vous voulez avoir quelqu'un pour vous aider lorsque vous en aurez besoin. À ceux qui pensent qu'ils n'auront jamais besoin d'aide de personne parce qu'ils auront toujours leur fusil à portée de main, vérifiant l'horizon avec leurs lunettes toutes les 5 minutes et une trousse de premiers secours dans leur sac à dos en permanence. Grandissez. Dans le prochain épisode, nous évoquerons les conséquences pratiques lorsque la rupture de la normalité se sera produite. État des réseaux d'eau, d'électricité notamment, mais aussi des services publics. Grâce à son vécu, Fairfall évoquera ses solutions pour se préparer au mieux, pour faire face à ces événements hors du commun. On se retrouve d'ici quelques jours pour la suite. En attendant, pensez à vous abonner en activant la cloche pour recevoir la notification du prochain épisode et à laisser un pouce en l'air pour nous soutenir. Soyez prêts pour la rupture de la normalité, bref, l'effondrement.